Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à la deuxième session des rencontres de l'association Mine Paris Alumni. C'est une initiative qui avait été lancée l'an dernier par Théophile. L'objectif était de mettre en relation une expertise d'un des anciens des mines ou une ancienne dans le cadre de son parcours professionnel à l'ensemble du réseau sous un format court et à un moment de la journée qui est plutôt accessible et disponible pour chacun et chacune d'entre nous. On avait démarré par le numérique responsable il y a quelques mois et c'était moi qui animais avec deux collègues professionnels. Aujourd'hui, je laisse la parole à Olivier Dubourdieu, qui est aujourd'hui donc chercheur aux mines et qui est aussi responsable d'un master spécialisé, mais il va se présenter plus amplement afin de mettre en perspective sa problématique, donc du grille-pain à la voiture électrique. Comme vous pouvez le voir, la supply chain est vraiment dans tous les secteurs d'activité, de la consommation courante aux enjeux de transition. Et je laisse la parole à Olivier qui va expliciter tout ça dans l'heure qui suit. Il y aura 20 minutes de questions à la fin des 40 minutes de présentation par Olivier. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci Théophile et Émilie pour cette introduction. Bonjour en particulier à celles et ceux que je connais de par mes anciens engagements au conseil d'administration de MPA. Alors, je vais partager mon écran et commencer tout de suite. Dites-moi si ça marche, mais j'ai l'impression que oui. Voilà, et donc comme le disait Émilie, je vais prendre juste quelques minutes avant de vous parler de supply chain, de mines artisanales, de petits-enfants dans les mines et de grosses mines qui détruisent la biodiversité et les environnements. Je vais prendre quelques minutes une minute pour présenter mon parcours. Donc j'étais aux mines. Il y a une petite quinzaine d'années et j'ai commencé à travailler chez Total Energy à l'époque sur les grandes mines de sable bitumineux au Canada. Donc vous pouvez voir une photo en haut à gauche. Donc ça fait partie des plus grandes mines du monde où on enlève la forêt boréale pour aller chercher du bitume, le mélanger avec du diesel et de l'essence et puis le vendre sur des marchés internationaux avec un discount à cause d'une qualité pas terrible. C'est aussi la raison pour laquelle le Canada était sorti du protocole de Kyoto à un certain moment dans son histoire. Et puis après 2 ans passés au Canada, je suis parti au Nigeria sur la plateforme que vous voyez en photo, qui s'appelle Akpo et qui produisait à l'époque 160 000 barils par jour et 1 million de mètres cubes de gaz par jour. Donc pour vous donner un peu des ordres de grandeur de production, j'étais field engineer là-bas. J'y ai passé 2 ans, puis je suis parti de chez Total pour rejoindre un énorme cabinet de conseil en stratégie. On était deux et l'idée, c'était de travailler sur deux grandes practices. La première étant les minerais de la transition énergétique. Et donc, ça va être un peu notre sujet aussi aujourd'hui. Et la deuxième pratique, c'était les fertilisants, parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier, mais on arrive à maintenir les rendements qu'on a aujourd'hui dans le blé, dans le maïs, en fait, grâce aux mines, grâce aux matières premières qu'on va chercher dans les mines, notamment le phosphate, le potassium, et puis indirectement aussi le gaz naturel avec l'azote. Voilà. Et puis après ces 2, 4, 6, 7, 8, 8 ans dans le monde professionnel, je me suis un peu posé la question de ce que j'y faisais et une petite question de sens qui trottait dans ma tête depuis un peu de temps. Et c'est à ce moment-là où j'ai rejoint une ONG qui s'appelle l'Initiative pour un Mica responsable et qui vise à mettre en place des chaînes d'approvisionnement responsables en Mica. Et donc ça va être un peu le sujet du jour. J'y ai passé 5 ans, ça a été assez passionnant et j'en suis parti là en septembre cette année, donc c'est assez récent, pour rejoindre l'école des mines où, comme Émilie l'a dit, je suis responsable d'un master spécialisé qui est le master spécialisé MIRIS, donc c'est master spécialisé sur la mine et je fais un peu de recherche, pas mal d'enseignement aussi. Voilà, donc en fait la boucle est bouclée, comme disait Théophile quand on discutait juste avant la réunion. La boucle est bouclée. Je suis parti des mines et j'en suis revenu. Je suis plutôt content d'avoir eu toutes ces expériences au fur et à mesure du temps. Voilà.
Donc après cette petite introduction, peut-être faire un deep dive dans les cailloux au quotidien. Et vous allez voir que ça date. Ça fait longtemps qu'on utilise des cailloux au quotidien. Et ça date de l'âge de pierre, parce que comme son nom l'indique, à l'âge de pierre, on utilisait des pierres et du silex en particulier. On utilisait aussi plein d'autres choses, mais ce sont les premiers outils en fait qui ont été formés à partir de pierres plutôt brutes et simplement taillé. Et puis on est passé à l'âge du bronze. À l'âge du bronze, on a réussi à faire fondre finalement des éléments qui nous permettaient de produire des outils. Et là, vous voyez tout un tas d'objets un petit peu plus compliqués. Et puis, on est passé à l'âge du fer grâce à l'amélioration des technologies des fours. En fait, on a réussi à faire des fours qui montaient plus haut en température et donc on arrivait à séparer beaucoup mieux le fer du reste. Et on a réussi à faire des outils plus solides, plus durables, enfin qui tenaient plus longtemps, comme cette paire de ciseaux de coiffeur, par exemple. Et puis, je vais faire un petit saut dans le temps pour revenir aussi au titre de l'échange. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc vous voyez, depuis très longtemps, donc ça fait plusieurs millions d'années qu'on utilise des cailloux au quotidien. Et jusqu'à aujourd'hui, on crée des objets qui sont un tout petit peu plus complexes. Et on va commencer avec ce grille-pain. Alors, si on avait la capacité d'interagir, je ne sais pas si vous pouvez essayer sur le chat de deviner ce qu'il y a dans ce grille-pain. Mais dans un grille-pain, bah, il faut du pétrole pour faire le plastique et la coque du grille-pain. Il faut du cuivre. Il faut du mica, merci Théophile. Et effectivement, je vous en ai mis quelques exemples ici. Il faut de l'aluminium. De temps en temps, il faut même des cartes électroniques, parce que je ne sais pas si vous connaissez les grille-pains connectés qui vous permettent d'imprimer sur vos tartines des smileys le matin, parce que c'est très très important d'avoir un smiley imprimé sur son grille-pain le matin, ou alors pour le lancer à 8h02 et pour être en retard de toute façon au travail. Donc ça, évidemment, on va avoir besoin de tout un tas de poudre de perlimpinpin pour produire un grille-pain. Et vous voyez qu'un objet qui est quand même relativement simple dans notre quotidien, en fait, il contient déjà une dizaine de matières premières minérales et dont certaines d'entre elles, en fait, proviennent de mines artisanales, comme on le verra et pose des questions essentielles en matière d'impact sur les personnes et sur l'environnement. Et évidemment, si on va sur des objets un tout petit peu plus complexes, eh ben on va arriver à des listes de matériaux un tout petit peu plus compliqués et un tout petit peu plus denses. Là, je vous en ai mis qu'une partie, puisqu'en fait, ça devient très compliqué de lister l'intégralité des matières premières minérales et matières premières en général qui sont contenues dans les objets du quotidien, notamment dans les objets numériques. Et pour vous donner un ordre de grandeur, dans un iPhone ou dans un smartphone, on va dire ça, dans un smartphone, on a entre 60 et 80 matières premières minérales. Et donc, en fait, 60 à 80 mines différentes d'où proviennent ces matières premières minérales. Il faut savoir que, par exemple, dans votre smartphone, vous avez un peu d'or. Et ça pose une grosse question, puisqu'il y a 20% aujourd'hui de l'or qui vient de mines artisanales et à petite échelle, et 80% qui vient de mines à grande échelle. Et vous verrez que l'or, l'exploitation de l'or pose aussi des questions en matière d'atteinte à l'environnement et d'atteinte aux personnes. Et vous en avez dans plusieurs dizaines de composants, en fait, hein, quelques milligrammes qui sont complètement diffusés comme ça dans plein de composants de votre smartphone pour qu'on puisse envoyer des photos de petits chats sur Instagram. Très, très important. Et puis, si on va sur des applications qui ont tendance à être considérées comme des applications nobles d'un point de vue environnemental, en tout cas qui nous sont vendues comme telles, hein, et notamment des voitures électriques, par exemple. Vous avez une belle Tesla sur l'image. Évidemment, quand vous allez regarder la liste des matières premières minérales qui sont utilisées dans ces objets qui deviennent encore plus gros
et plus complexe. Vous avez une liste qui est là non exhaustive, hein, et qui vous montre tout un tas de matières premières minérales qui sont utilisées dans les batteries, par exemple, pour les voitures électriques, les batteries lithium-ion, pour évidemment voilà, le corps de la voiture, le châssis les roues. On oublie souvent le caoutchouc contenu dans les pneus, mais il pose aussi des questions d'approvisionnement responsable. C'est pas une matière première minérale, mais ça n'empêche que ça pose quand même des questions qui sont similaires en matière d'impact sur les gens, sur les personnes et sur l'environnement. Et puis en termes de quantité, c'est assez significatif. Alors là, je vous ai mis une petite 4L électrique. Chercher une photo de Zoé libre de droit, mais je n'ai pas trouvé. Et en fait, pour une Zoé, eh ben, en fait, si vous regardez les quantités de matières premières qui vont être nécessaires à la construction d'une Zoé, vous avez 34 kilos de nickel, 12 kilos de cobalt, 12 kilos de manganèse, ainsi de suite avec le lithium, le graphite, 50 kilos quand même, et l'aluminium. Et puis le dernier mais un des plus importants, hein, ça va être le cuivre. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça va être plus important? C'est parce que quand on compare une voiture thermique avec une voiture électrique, on passe d'une dizaine de kilos de cuivre, vingtaine de kilos de cuivre, on a à peu près 20 kilos de cuivre dans une voiture thermique, à 80 dans une voiture électrique. Et en fait, ça, évidemment, au-delà des questions que ça va poser en termes d'atteinte aux personnes et à l'environnement, dans l'approvisionnement, ça va aussi poser des questions tout simplement de capacité de l'industrie minière et des réserves connues de l'industrie minière à répondre à la demande exponentielle en matière de matières premières minérales et notamment de cuivre. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on a utilisé, et c'est ce que montre ce graphe, on a utilisé de plus en plus de matières premières et de manière de plus en plus diffuse. On est passé d'une allez, grosse dizaine de matières premières à en fait quasiment l'intégralité du tableau de Mendeleïev. Et évidemment, ça pose pas mal de questions. Pour moi, la plus grosse question que ça pose, c'est sur ce qu'on en fait. Et finalement, je trouve que la question de l'approvisionnement responsable est un super prisme pour se poser la question des besoins qu'on se crée ou pas, ou qu'on s'invente, et de la manière dont on répond à ces besoins. Voilà. Et donc, toutes les questions qu'on va poser aujourd'hui sur les impacts sur les personnes et les biens que pose l'extraction minière, et ben en fait, toutes ces questions, elles sont valables pour toutes ces matières premières, quasiment. Et donc, vous voyez qu'à mesure qu'on complexifie nos objets, nos technologies, on multiplie aussi les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux de gouvernance dans les chaînes d'approvisionnement, puisqu'on multiplie le nombre de matières premières utilisées. Puis c'est un truc qui date pas d'hier. La demande exponentielle en ressources minérales, là vous voyez sur ces deux graphes, hein, depuis le début du XXe siècle, en fait, c'est déjà exponentiel. Et quand on essaye de se projeter en disant, mais oui, mais du coup, combien de matières premières on va utiliser et quelles matières premières minérales on va utiliser, en fait, on se rend compte que les modèles notamment les modèles de l'AIE sur ce sujet, nous montrent qu'entre, par exemple, 2020 et 2040, on va multiplier, dans certains scénarios, par deux la demande annuelle en matières premières minérales. Et ça, c'est dans le scénario où finalement, on suit les stratégies des pays qui ont été définies ces dernières années. Si on suit des scénarios qui sont un tout petit peu plus contraignants et qui disent on veut limiter la température, enfin l'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle à 1,5 degré, on tombe sur des multiplications par 4 de la demande annuelle en matières premières. Et évidemment, ça pose des questions très importantes en matière d'approvisionnement responsable, parce que les entreprises et les États qui vont chercher à décarboner leurs économies et donc à développer l'électrification des usages, notamment,
vont devoir se poser la question d'où proviennent les matières premières qui leur permettent de décarboner leurs économies. Et en fait, bah, du coup, se poser aussi la question de dire, OK, mais comment est-ce que je fais pour avoir une vraie transition qui est socialement équitable, socialement responsable? Voilà. Et donc, la grosse question, c'est bah, finalement, où est-ce qu'on va trouver tout ce petit monde? Et vous allez voir, on va devoir creuser. On va devoir creuser et on va devoir creuser du pas concentré. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on va devoir creuser du pas concentré? C'est parce que donc on vit à la surface de la Terre. La surface de la Terre, c'est la lithosphère. Et dans la lithosphère, elle est composée de plein d'éléments chimiques. L'oxygène, par exemple, qui est l'élément le plus répandu dans la lithosphère, mais aussi des métaux et donc toutes les matières premières dont on vient de parler. Et en fait, dans les gisements, c'est-à-dire dans les parties de la lithosphère qui sont concentrées, en tout cas concentrées assez pour être des réserves et pour être économiquement exploitables aujourd'hui, on arrive à des teneurs, à des concentrations finalement, qui sont celles que je vous présente là sur ce graphe. Donc pour le fer, c'est 50%. C'est-à-dire que quand vous allez chercher un gisement de fer, vous allez chercher une tonne de matériaux pour n'en garder que 500 kilos et on va voir ce qu'on fait des 500 autres kilos. Et puis, je descends la courbe jusqu'à l'or, et l'or, on est sur 1 ppm. 1 ppm, c'est 1 gramme par tonne. Donc, ça veut dire que sur une tonne, sur 1 million de grammes, vous allez en garder un, et les 999 999 autres sont considérés comme du déchet. Voilà. Et évidemment, pour atteindre le gisement, vous allez voir que c'est pas si simple. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces gisements, pour aller chercher des choses pas concentrées, pour aller les chercher de manière économiquement et socialement, environnementalement responsable? Eh ben, on utilise des gros camions avec des grosses pelleteuses. Alors, on appelle ça des pelles et des tombereaux. Le camion, comme ça s'appelle des tombereaux ou des chargeuses, comme la photo en haut à gauche. Il y a un petit bonhomme qui est par ailleurs un étudiant des mines, puisque c'était une visite que j'avais faite dans le cadre de mes études à l'école des mines. Donc là, vous avez un de mes ex-collègues des mines à côté d'une chargeuse, vous voyez la taille, hein. Et puis en dessous, vous voyez la taille des pelles. Alors je vous ai copié-collé à l'échelle, quasi, le petit collègue sur la pelle pour vous rendre compte de la taille des équipements, hein. Vous voyez que c'est des choses qui sont absolument gigantesques. Et ça, en fait, pourquoi c'est gigantesque? Parce que ça nous permet, en tout cas, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'être évidemment beaucoup plus productifs et du coup de baisser les coûts de production et de pouvoir aller chercher les teneurs dont je viens de vous parler. Puis une fois qu'on a fait le trou, il faut bien le reboucher. On va voir comment on le rebouche. Et puis après, on essaye de replanter des choses dessus. Et là, c'est la photo de droite. Et la photo de droite, encore une fois, on pourrait faire un petit jeu à vous demander qu'est-ce que vous voyez sur la photo de droite. Mais c'est un arbre, mais un arbre qui est pas en très bon état. C'est un arbre mort hein, qui a été planté à l'envers. Vous voyez le système racinaire en haut. En fait, c'était une technique de réhabilitation dans l'après-mine des mines de sable bitumineux au Canada où, comme on n'arrivait pas à faire repousser la forêt boréale à l'endroit où on avait extrait le sable bitumineux, et ben en fait, on plantait des arbres morts à l'envers et ça permettait de faire en sorte que les oiseaux venaient nicher dans le système racinaire de l'arbre et d'avoir des espèces de poteaux naturels comme ça qui permettaient aux oiseaux de revenir sur les zones. Alors heureusement, ce sont des techniques de réhabilitation. Alors ça existait encore dans les années 2000-2010, hein, mais ce sont des techniques de réhabilitation qui ont été un peu décriées et donc qui sont plus trop utilisées, mais quand même. Et évidemment, ça vous introduit les enjeux environnementaux qui sont posés par les questions minières. Et puis, vous avez une autre façon de creuser, qui est de creuser à la main. Et creuser à la main, alors là, à gauche, vous avez un mineur artisanal de mica à Madagascar. Vous voyez que son seul équipement technologique, c'est sa lampe frontale. En haut à droite, vous avez une mine d'or artisanale pareil, hein, vous voyez que les techniques, technologies sont assez rudimentaires.
à comparer avec les mines à grande échelle, comme vous pouvez voir en bas à droite, des camions qui font 600 tonnes, hein, ça fait 400 tonnes de charge utile, donc vous mettez 10 semi-remorques dans chacun des camions en matière de poids. Voilà, donc c'est la deuxième façon de creuser. Et cette façon de creuser, en fait, elle pose quand même des questions. Que ce soit avec des grands camions qu'avec des hommes. Vous voyez qu'il y a une grosse question qui se pose, c'est finalement l'empreinte environnementale que ça pose. Alors, vous voyez là une photo d'une mine en Australie qui est voisine d'une ville, par exemple, hein. On a la même chose en France. On a la même chose en France, ça c'est en Bretagne. C'est une carrière de kaolin en Bretagne. Donc vous voyez les petits villages autour de la carrière. On arrive à faire la même chose. Et puis on veut même développer l'industrie minière en France notamment avec le projet de lithium dont certaines d'entre vous ont sûrement entendu parler, et Imerys qui est en train de développer, en tout cas de réfléchir à développer son projet d'exploitation du lithium à la carrière de Beauvoir. Et vous voyez, ce qui est très beau, et là où je veux vous emmener aussi, c'est que pardon, la, la justification qui est apportée par Imerys sur son site internet, hein, c'est une capture d'écran du site internet d'Imerys, et du projet, c'est le soutien à la transition énergétique. Et donc, parce qu'on a un but qui est de décarboner nos économies, qui est un but qu'on estime moralement bon, on arrive à justifier des projets qui ont des impacts sur l'environnement et sur les personnes forts. Évidemment, les impacts en fonction des pays sont plus ou moins contrôlés, en fonction des entreprises, sont plus ou moins maîtrisés. Et on peut faire confiance à Imerys au centre de la France pour bien maîtriser et contrôler les impacts de ces projets. Alors, quand même un petit peu pour vous donner un petit peu les billes et puis les bases finalement des enjeux sociaux environnementaux que pose l'extraction minière, je vous ai fait un petit schéma à la main. Pour vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionnait dans le cadre d'une mine à ciel ouvert. Alors, vous avez un gisement qui est une zone minéralisée un peu plus concentrée. On va dire par exemple que c'est un gisement d'or à 1 gramme par tonne. Pour aller chercher ce gisement, il va falloir faire un trou. Donc là, il faut imaginer que on a extrait toute la partie supérieure toute la partie orange finalement, pour aller chercher la partie du gisement qui a été planifiée, en tout cas projetée comme étant techniquement, économiquement rentable. Et en fait, tout ce volume orange, il faut bien le mettre quelque part. C'est ce qu'on appelle la couverture stérile. Et en général, en fait, on la remet à sa place. Donc, on la déplace. On la déplace au fur et à mesure du temps pour accéder au gisement. Et puis, on referme le trou, en fait, avec la couverture stérile à mesure qu'on avance dans la fosse. Et puis, la partie du gisement exploité, elle part dans une usine. Elle part dans une usine et l'usine permet la séparation de l'or et de l'argent. En général, il y a de l'argent avec l'or. En tout cas, de tout ce qui est valorisable, de ce qui ne l'est pas. Et donc, vous allez sortir de l'usine des pépettes, puisque vous allez vendre votre minerai, en tout cas votre métal ou votre minerai industriel. Et puis, il va falloir gérer tout ce qui va vous coûter de l'argent et les résidus d'usine. Les résidus d'usine, dans le cas de l'or, dans un gisement concentré à 1 gramme par tonne, le 1 gramme par tonne, ce qu'il faut bien se rendre compte, hein, c'est que le 1 gramme par tonne, c'est uniquement la partie bleu clair. C'est pas du tout la partie orange, hein, uniquement la partie bleu clair. Donc vous avez sorti une énorme partie orange pour aller chercher une partie à 1 gramme par tonne, et là vous jetez 999 999 grammes par tonne extraite. Et ça, ces résidus d'usine, ils sont un petit peu compliqués à gérer, et vous allez voir pourquoi. N'empêche que ce phénomène de teneur très faible qu'on va chercher, en fait, finalement, c'est pour aller chercher, et là, c'est une vue d'artiste qui vous montre une mine de cuivre en Afrique du Sud, pour aller chercher ce volume, donc le volume de la sphère de cuivre, il va falloir faire le trou. Donc, vous voyez la couverture stérile qui a été enlevée hein, à gauche. Et quand on compare ça à l'empreinte environnementale de la mine en général, vous voyez que la sphère de cuivre, c'est uniquement le point blanc sur la photo à droite.
Et que le trou qu'on voit à gauche, hein, qui fait 600 mètres, 700 mètres de profondeur, c'est le trou qui entoure ce point blanc. Mais vous voyez que l'empreinte environnementale de la mine, il est beaucoup plus grand que uniquement le trou. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je reviens mon petit schéma, tous ces résidus d'usine, il faut les stocker quelque part. Et ça prend énormément de place. Et en fait, c'est ça que vous voyez tout autour du trou. Alors évidemment, il y a une partie qui est l'usine, mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup du stockage de ce qu'on appelle en anglais les tailings ou les résidus d'usine. Et ces résidus d'usine, ils ont cette tête-là. En fait, en général, c'est quelque chose qui oscille entre un état solide et un état liquide. Ce sont des particules fines, finalement, des particules fines dans de l'eau, avec parfois des produits chimiques qui restent dans les tailings, même si les industriels ont plutôt intérêt à recycler leurs produits chimiques parce que ça coûte cher. Et donc, on essaye en fait de les épandre. On a tendance à les épandre, comme vous voyez sur la photo de droite. On les épand pour qu'il y ait une certaine sédimentation qui ait lieu et une certaine évaporation et pour que ça se solidifie au cours du temps. Le problème, c'est que ces tailings, en fait, quand on va chercher des matériaux valorisables, comme l'or, l'aluminium, le nickel, le cuivre, ces matériaux valorisables, ils viennent pas tout seuls. Ils viennent pas tout seuls, pourquoi? Parce qu'il y a des éléments chimiques qui sont plus ou moins copains les uns avec les autres. Et le cuivre et le nickel, par exemple, ils arrivent avec du cobalt. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le cobalt, il est aussi valorisable. Et donc, on arrive à sortir des gisements de nickel ou des gisements de cuivre, aussi du cobalt et à le valoriser. Mais parfois, comme par exemple dans le cas de l'or, l'or, ça vient avec de l'arsenic et du mercure. Bah, l'arsenic et le mercure, c'est pas forcément, même si c'est en partie valorisable, c'est pas forcément super top pour l'environnement quand on le stocke de manière assez concentrée avec des volumes qui sont très significatifs. Et donc, en fait, on arrive à stocker des tailings. Donc, vous avez vu les surfaces que ça représente, hein. Ouais. On arrive à stocker des tailings qui sont concentrés dans ces éléments et dans ces métaux lourds pendant des dizaines, des centaines d'années jusqu'à ce que ça se solidifie, puis ça reste là, en fait, même après l'exploitation minière. Donc ça, c'est évidemment un premier enjeu environnemental très fort. Et puis, vous avez toute la question, ça c'est plutôt sur la mine industrielle, et puis sur la mine artisanale, vous avez toute la question de la gestion des gens. Et là, je vous montre quelques photos de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est une mine de kaolin au Ghana. Vous voyez un homme qui travaille, une mine d'or au Brésil. Donc, beaucoup de monde dans très peu d'endroits, hein, plus de 50 000 personnes dans la mine de Serra Pelada qui est aujourd'hui fermée, mais qui a produit de l'or pendant pas mal de temps. Vous voyez évidemment tout de suite les enjeux en termes de impact sur les personnes de ce genre de mine. Le coltan, pour revenir à nos applications de transition numérique et énergétique. Le coltan, c'est du tantal et du niobium. Donc, c'est très utilisé dans les technologies du numérique. Ça vient de RDC en partie, la République démocratique du Congo. Et là, vous avez une mine de coltan en 2014. Vous voyez évidemment que ça pose des questions en termes d'organisation et d'enjeux sociaux et environnementaux évidents. Et puis le mica, parce que sinon je ne ferais pas mon travail si j'en parlais pas, mais le mica à Madagascar, ou quelques exemples aussi, donc d'une femme par exemple qui triait du mica en sortie de mine, des photos prises en fond de mine à 50 mètres de profondeur dans des tunnels, évidemment sans aucun soutien, et puis avec voilà, vous voyez le travail des gens. Des personnes qui sont équipées finalement d'une lampe torche, d'un marteau et d'une baramine. Et puis le jeune garçon à droite, lui, son travail, c'était de remonter dans les sacs blancs que vous voyez, le minerai à la surface. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'homme qui est à gauche gagne une vingtaine d'euros par mois. La femme que vous avez vue sur la photo d'avant, une quinzaine, et le garçon à droite, à peu près 7 euros par mois. Voilà. Donc, c'est évidemment pas des niveaux de salaire qui permettent d'avoir une vie décente, et ça vous pose la question tout de suite de l'impact social des mines artisanales, et notamment des mines artisanales qui produisent des minerais qui sont utilisés dans les applications de la transition énergétique dans nos pays. Voilà. Et puis une dernière photo pour vous montrer que les filles et les femmes sont souvent reléguées en fait
à des emplois, si on peut appeler ça des emplois, mais en tout cas des activités moins rémunératrices comme le tri en surface, par exemple, comme ce que vous pouvez montrer. Voilà, donc cette partie, en fait, elle vous montre très rapidement les grands enjeux, hein, des enjeux environnementaux essentiels dans le cas des mines industrielles, qui existent aussi pour les mines artisanales, des enjeux sociaux, et puis évidemment, j'en ai résumé ou alors court-circuité quelques-uns, mais vous voyez que l'industrie minière est loin, très loin d'être une industrie qui n'a pas d'impact. Et donc, face à ça, en fait, finalement, la question, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux rendre ma supply chain responsable quand je sais que finalement, toutes les matières premières que je source, ouais, voilà, que je source ou qui sont inclus dans mes composants ou dans mes produits finis, finalement, ben, d'où elles viennent et comment est-ce qu'elles ont été produites et comment est-ce que moi je peux faire quand je suis en aval des chaînes de valeur. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça se passe mieux en amont des chaînes de valeur? Alors, la première étape quand vous vous posez ces questions, c'est de prioriser les risques. En fait, pour vous, pour telle ou telle entreprise, finalement, qu'est-ce qui va être un grand risque? Qu'est-ce qui va être un petit risque? Est-ce que l'égalité des genres, c'est aussi important que le dérèglement climatique? Est-ce que c'est aussi important que la perte de biodiversité? Est-ce que c'est aussi important que l'inclusion des minorités? Est-ce que c'est aussi important que les risques de corruption et de financement de conflits armés? En fait, ce sont des questions qui sont hyper compliquées et auxquelles il faut apporter des réponses pour ensuite, dans dans chacune de vos chaînes d'approvisionnement, pouvoir prioriser les risques. En fait, quand vous êtes un groupe international qui fait de la cosmétique, qui construit des voitures, qui construit des grille-pains, finalement, vous utilisez des dizaines, des centaines, voire des milliers de matières premières, dont un grand nombre sont minérales. Et pour chacune de ces matières premières, eh bien, il faut se poser la question finalement de quels sont les risques qui sont rencontrés dans les chaînes d'approvisionnement. Pour le nickel, qui provient aujourd'hui beaucoup d'Indonésie, avec des enjeux géopolitiques majeurs en matière de prise de contrôle des Chinois des sites d'extraction du nickel, en fait, bah, quels vont être les risques? Est-ce que ça va être la déforestation? Est-ce que ça va être les risques géopolitiques? Et évidemment, en fonction de si vous êtes un acteur étatique ou un acteur du secteur privé, vous n'avez pas forcément la même vision. Et puis pour le cobalt, qui vient de République démocratique du Congo, notamment de mines artisanales, il va y avoir aussi des questions qui vont se poser en matière bah, d'impact sur les personnes, comme je vous l'ai montré, de financement du conflit armé. Le cobalt et le coltan ont été très documentés sur ces sujets-là. Et évidemment, les ressources minérales ne sont pas les seules. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle le bio-based, donc les matières premières, on va dire, biologiques, donc agricoles par exemple, comme l'huile de palme, comme la vanille, comme la rose, comme voilà, tout un sorte de matières premières. Et en fait, cette première étape, elle est essentielle de priorisation du risque, elle est essentielle pour aller vite et efficacement ensuite adresser les problèmes que vous avez rencontrés dans vos chaînes d'approvisionnement. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui le font hein, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises plutôt de l'aval des matières premières qui le font. Là, c'est un exemple. Voilà, vous avez Renault, Stellantis, Schneider, Michelin et L'Oréal qui ont des départements approvisionnement responsable. Et dans ces départements approvisionnement responsable, ou alors département ESG en fonction des groupes, finalement, la question majeure, ça va être d'essayer de faire en sorte d'identifier les matières premières, d'identifier, parce que ça déjà c'est difficile, hein, identifier les matières premières dans vos produits, ça peut être un défi. Ensuite, identifier les chaînes d'approvisionnement, identifier les risques, et ensuite réduire ces risques. Et ça, c'est ce qu'on appelle le devoir de diligence. Devoir de diligence, en fait, c'est une grosse tendance qui existe depuis le début des années 2010, notamment avec le Dodd-Frank Act et puis l'OCDE qui a beaucoup réfléchi à la question depuis ces années-là, qui est enfin, en fait, faire cet exercice de priorisation du risque et de réduction du risque. Et vous voyez que depuis le début des années 2010, finalement,
il y a un empilement des réglementations sur le devoir de diligence qui oblige les entreprises en aval des chaînes de valeur de faire cet exercice. Et vous voyez au passage que la France, ça a été une des premières lois qui a été mise en place sous Emmanuel Macron, hein, mais le devoir de diligence qui a été voté à l'été 2017, voilà, quand il est arrivé au pouvoir, en fait, ça a été une loi qui a été assez reconnue dans le monde euh, même si elle n'est pas très contraignante, en tout cas pour avoir posé certaines bonnes questions. Et donc, vous avez toute la force du réglementaire qui vous invite et vous incite et vous impose de mettre en place ce devoir de diligence. Et puis, vous avez toute la force des standards. Et ça, c'est assez magique, parce que vous avez du coup toute la hard laws. Donc, la hard law, c'est tout le réglementaire, les lois nationales et transnationales. Puis, vous avez la soft law. La soft law, c'est tous les standards. Aujourd'hui, vous avez des places de marché comme la London Metal Exchange, donc la LMI, qui a mis en place un standard et qui a dit, si vous voulez vendre du lithium sur ma place de marché, vous êtes obligé, en tant qu'industrie minière, de mettre en place et de mettre en œuvre des standards responsables. Et si vous voulez acheter ce même lithium, eh ben, vous pouvez vérifier que les industriels miniers ont mis en place ces standards via des audits, via des rapports voilà, que la LMI fournit à ses acheteurs. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça impose, non pas d'un point de vue réglementaire, mais d'un point de vue plutôt marché, finalement, et du coup ça parle pas mal aux acteurs du secteur privé, mais ça impose en fait aux acteurs du secteur privé de mettre en place des bonnes pratiques. Donc voilà, donc ça c'est le devoir de diligence. Je vous passe la slide rapidement. Ça c'est toutes les étapes, et on peut en discuter après pendant les questions, toutes les étapes qui sont couvertes par le devoir de diligence. Mais derrière le devoir de diligence, il faut aussi remonter à la mine et dire, mais finalement, concrètement, comment est-ce que je fais pour avoir une mine responsable? En matière d'émissions de carbone, par exemple, vous voyez que une grosse partie des émissions dans la mine, c'est le transport du minerai et le concassage du minerai. En fait, pour le transport du minerai, bah, par exemple, vous avez ici des exemples de camions électriques qui baissent effectivement les émissions de carbone du transport, voire des camions diesel électriques qui, comme des bus ou des trolleys, permettent de se brancher comme les trains sur des caténaires et d'avancer de manière électrique quand ils remontent les pentes le long des fosses. Et puis côté concassage, vous avez aussi des concasseurs mobiles. Alors mobile, hein, c'est très relatif, mais parce que vous voyez la taille de la chose à droite. Mais en fait, au lieu de concasser en surface, on vient concasser en fond de fosse. Et ensuite, on transporte, grâce à des bandes transporteuses, le minerai qui a été concassé. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus efficace en matière énergétique, beaucoup plus cher en matière de CAPEX, mais beaucoup plus efficace en matière énergétique, de faire comme ça. Donc, c'est des façons de décarboner la mine. Je vous ai parlé des tailings rapidement et des résidus d'usine qui posent problème parce qu'ils sont gorgés d'eau. Il y a des nouvelles technologies qui permettent de stocker ces résidus sous forme sèche, comme par exemple l'exemple à gauche. Ça vous permet évidemment de gérer beaucoup mieux vos risques, notamment les risques de rupture catastrophique de barrages, comme on a pu l'observer dans le passé dans l'industrie minière. Et puis, vous avez des réflexions sur comment réhabiliter des sites. Mais là, c'est plutôt la photo de droite. Et là, vous avez une image de synthèse on parle de géomorphologie et de réhabilitation géomorphologique où on vient chercher en fait à copier le paysage initial. Et donc là, vous avez un beau lac et une belle montagne à la place de la mine. Donc ça, évidemment, ce sont des bonnes pratiques qui sont mises en place par certaines mines. L'idée, c'est de passer de l'arbre mort à l'envers à plutôt des choses qui permettent de réintégrer en fait des mines qui ne sont plus exploitées dans leur territoire. Et en bas, vous avez une photo de Los Angeles, qui est une ville du nord de la France, où vous avez les terrils des mines de charbon qui sont encore là, et où tout le territoire a été repensé de manière un peu intégrée grâce à la mine, en fait, et donc sur la base de ce passé historique minier qui n'existe plus, mais qui a permis l'émergence d'un pôle d'innovation, par exemple, sur le sujet. Voilà.
Ça, ce sont des bonnes pratiques. Évidemment, vous avez des solutions techniques aussi, comme l'automatisation des mines. Alors là, à gauche, vous avez des conducteurs à distance de gros camions, hein, donc les énormes dumpers, les énormes tombereaux de 600 tonnes qui sont conduits à quelques milliers de kilomètres de là par des gens dans une salle et qui permettent évidemment d'améliorer les performances énergétiques de ces camions. Et puis, vous avez l'action collective. L'action collective, elle est super importante. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout seul à vouloir investir dans le changement, bah, vous allez avoir pas mal de mal à le faire. Parce que, bah, mettons que dans la cosmétique qui utilise beaucoup de mica, un groupe de cosmétiques comme L'Oréal, s'il est tout seul à agir, il va se dire, oui, mais moi, je suis tout seul à vouloir faire le bien, donc je ne vais pas le faire. Parce que je perds en compétitivité par rapport à mes concurrents. Or, si vous avez L'Oréal, LVMH, Chanel qui se mettent ensemble et qui disent ensemble, on va essayer de faire les choses, déjà en termes d'impact, vous avez beaucoup plus d'impact sur les mines. Et puis, en termes de volonté et de casser finalement les barrières à l'action, c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc là, vous avez quelques exemples d'initiatives multiparties prenantes, comme on les appelle, qui permettent une action collective sur la mine. Voilà. Et ça, ça vous permet quoi à la fin? Et j'ai terminé. Ça vous permet de mieux payer finalement les choses que vous achetez, où que vous soyez dans la chaîne de valeur. Quand vous avez une matière première qui part de la mine, elle est transformée une fois, deux fois, elle est intégrée dans un produit semi-fini et puis à la fin dans un produit fini. Le prix de la matière première payé à la mine, il est complètement dilué à la fin dans le produit fini. Et pour certaines matières premières, en fait, augmenter le prix dans le produit fini d'un tout petit pourcentage, ça permet d'augmenter par un effet de levier important le prix payé à la mine d'un très fort pourcentage. Et nous, dans le Mica, par exemple, on avait vu que augmenter d'1% le prix dans le produit fini, le prix du produit fini, pardon, ça permettait de faire plus 30% dans le produit minier. Et ça, c'est évident que, bon, alors ça ne marche pas avec toutes les matières premières, mais c'est évident que c'est un effet de levier important pour améliorer les conditions de vie et de travail des artisans miniers quand il s'agit de mines artisanales ou à petite échelle, ou la mise en place de bonnes pratiques dans les mines industrielles. Voilà. Une dernière chose, c'est que l'action collective, elle permet aussi d'avoir des approches un peu plus holistiques sur les communautés et sur la mine. Et ça permet évidemment d'être plus efficace dans la réduction du risque. Voilà. Et puis en conclusion très rapide, mais en général, les départements développement durable, voilà, ils sont bien représentés par Matthew McConaughey dans ces deux, dans ces deux situations. En général, on fait un peu d'esbrouf quand on discute, mais en fait, à l'intérieur, on lutte pour avoir des données, on lutte pour que les départements achats et les départements développement durable se mettent d'accord. On lutte pour beaucoup de choses, mais finalement, on arrive quand même à faire des choses, hein, heureusement. Voilà. Merci beaucoup. J'arrive au terme des 40 minutes. S'il y a des questions, évidemment, je suis ravi de les prendre. Merci beaucoup, Olivier, pour ces 40 minutes et ce timing parfaitement tenu, pour ces constats surtout, pour ces ordres de grandeur et pour les solutions qui émergent et qui sont assez concrètes, même si effectivement les équipes ESG peuvent se tirer les cheveux en interne, mais tout ça, voilà, ça reste une histoire de famille. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette présentation et par rapport à ces apports de la part des participants? J'en ai vu une dans le chat, je peux la prendre. De Mélissa, effectivement. En quoi le Ouais. pilotage à distance des camions qu'on vient de voir permet de réduire le poids énergétique de l'exploitation? Ouais, bah alors je vais revenir sur la slide pour vous montrer. Je passais un peu rapidement. Euh, donc déjà, il faut se dire que les camions ont beaucoup évolué, hein. Et donc, on est passé de camions où c'était quand même un peu, les conditions de travail étaient quand même un petit peu abruptes à des camions aujourd'hui qui sont ultra automatisés.
où vous avez la clim, la radio, etc. Donc même si vous êtes dans le camion en tant que chauffeur, vous avez quand même des conditions de travail qui sont relativement agréables. Et le fait d'automatiser en fait les camions, ça permet d'éviter les fils de camions que vous voyez en bas à droite de la slide. Toute une question autour de la mine à grande échelle et à ciel ouvert notamment, ça va être d'optimiser en fait les temps de cycle de vos camions et par rapport à ce qui est capable de produire la pelle. Or, quand vous automatisez en fait une partie du trajet, vous arrivez à mieux contrôler ces temps de cycle et donc à éviter les embouteillages. Et il faut vous dire qu'un camion de 600 tonnes, c'est 100 litres heure. Et donc, en fait, si vous arrivez à optimiser votre temps de cycle, vous arrivez à optimiser votre consommation globale de diesel, qui est un des premiers postes de dépense d'une mine à ciel ouvert. Et en fait, du coup, ce que vous faites, c'est que un homme dans sa cabine là, et dans sa salle en Australie, il y a des gens à Brisbane qui conduisent des camions au nord-est de l'Australie. Hein. Il y a vraiment Internet, on pourrait le faire de Paris. Internet fait des miracles. Et le fait que, en fait, ces personnes-là, ils conduisent 6 camions en même temps parce que le trajet du camion, il est automatisé sur les longues lignes droites, sur la remontée des pentes, etc. Mais il ne peut pas l'être, hein, ou difficilement, au moment où le camion se gare à côté de la pelle et au moment où il vide le camion. Et donc, en fait, à ces deux moments, le chauffeur qui est à distance prend le contrôle du camion avec des joysticks et gère le camion. Mais sinon, en fait, vous avez un camion dont la conduite est automatisée de la pelle à l'endroit, au concasseur, en fait, à l'endroit où le minerai est déversé. Et ça permet de réduire énormément les consommations de diesel et donc les consommations énergétiques de la mine. Merci beaucoup, Olivier. On a deux autres questions et je crois que la première personne ensuite qui avait posé la question, c'était Vincent Jonquière. Est-ce que je peux, Théophile, lui donner la main ou est-ce que c'est Il a toi? la main, je crois. Il a la main, Vincent. OK. Alors, merci Émilie. Bonjour Olivier. Vous m'entendez? Vous me voyez peut-être même, je ne sais pas. D'abord, merci beaucoup pour la présentation extrêmement intéressante et riche. Je crois que tu as bien mis en évidence les enjeux très, très lourds en termes d'impact qui sont nombreux en fait, hein, que ce soit les impacts climatiques. Alors là, on parlait à l'instant des camions, mais enfin, il y a des impacts climatiques encore beaucoup plus importants liés à la transformation en aval des minerais, les phases de, je sais plus comment on dit en français, de benefiting, puis ensuite d'extraction du métal de ces minerais, etc. Les impacts environnementaux, les impacts de déforestation, les impacts de biodiversité, enfin la liste est malheureusement très très longue. Ce qui m'a amené à une remarque un peu provocatrice, et tu vas voir où je veux en venir, c'est que évidemment la meilleure mine, c'est celle qu'on peut éviter. C'est-à-dire celle qu'on peut éviter notamment parce qu'on a déployé des modèles circulaires. Alors, c'est pas toujours possible, puisque par exemple, pour recycler des batteries au lithium, encore faut-il qu'il y ait des batteries au lithium, dans les voitures et donc ça ne sera pas pour tout de suite. Mais il y a des secteurs dans lesquels c'est possible. Je pense au nickel où par exemple la production européenne, et là je parle d'un sujet que je connais un petit peu, production européenne d'acier inoxydable qui représente l'essentiel de la consommation européenne de nickel, repose à plus de 80 ou 90% sur du recyclage de ferraille qui contiennent déjà du nickel. Donc quand on fait ça, ben, on évite évidemment d'aller ouvrir plus de mines en Indonésie et donc d'abattre plus d'arbres et de brûler plus de charbon. Il y avait une remarque assez pertinente de Juliette tout à l'heure sur le charbon qui est utilisé pour alimenter en électricité les lignes, les sites et les lignes de ferro-nickel en Indonésie. Sur le seul site de Morowali, je peux donner un chiffre qui intéressera certains de nos camarades, il y a 3 gigawatts de centrales au charbon, c'est-à-dire à peu près l'équivalent des 2 EPR qu'on vient d'ouvrir à Flamanville. 3 gigawatts. Juste pour alimenter le site de Morowali, qui est donc un des plus gros sites producteurs mondiaux au monde de ferro-nickel. Voilà, donc c'est un très gros enjeu et effectivement, voilà, tout ce qu'on peut faire pour améliorer les impacts miniers, c'est bien, mais tout ce qu'on peut faire pour ne pas ouvrir des mines, c'est peut-être encore mieux. Voilà. Non, mais merci Vincent pour ta remarque et complètement d'accord hein, à fond.
toute la question de l'approvisionnement responsable se pose de manière beaucoup plus large que uniquement la mine. Il y a toute la question de l'économie circulaire et du recyclage, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub. Pour si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont des enfants qui sont à l'école des mines ou qui veulent rentrer à l'école des mines. Mais avec Damien Goetz, on a une option qui est ressources minérales pour la transition et dans laquelle on parle d'économie circulaire et de recyclage de manière très significative parce que on pense et on est convaincu que c'est une partie de la solution. Après, une autre remarque, et provocatrice, je ne sais pas, mais en tout cas, un ordre de grandeur qui commence à circuler, c'est que si la transition est vraiment bien faite, c'est un gros si la transition est vraiment bien faite et qu'on sort des énergies fossiles, du charbon, du gaz et du pétrole, pour ne rentrer que dans une société électrifiée, finalement, hein, au sens large, il y aura moins de mines après qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les volumes de charbon sont tels, aujourd'hui, les volumes extraits de charbon sont tels que même si on passe sur un monde métallique et électrique, on extraira moins d'éléments que ce qu'on faisait avant en extrayant du charbon. Voilà. Donc, c'est évidemment bon, c'est un ordre de grandeur c'est conditionné au fait que le charbon disparaisse, en tout cas l'exploitation du charbon disparaisse, ce qui n'est pas forcément près d'arriver. Et donc, évidemment, Vincent, je te rejoins, hein, mais à ta provocation, j'en rajoute une autre. Voilà. Merci Vincent, merci Olivier. On a pas mal de questions ensuite. Alors, dans l'ordre, je crois que Philippe avait levé la main d'abord, puis a posé sa question par écrit, pardon. Et ensuite, on a Alain sur les conflits d'usage et Karine sur l'explication de ton schéma qui explique l'augmentation des revenus au sein des mines et qui se répercute finalement assez peu sur le produit final, le prix du produit final, pardon. Donc, si on reprend la question de Philippe, c'est les groupes miniers les plus moteurs en termes d'ESG bénéficient-ils d'une reconnaissance de la part des investisseurs où le levier principal reste les exigences ESG de la supply chain aval avec une tension sur le prix? Ouais, bah, c'est une très bonne question. Et je pense que les deux, en fait, il y a pas vraiment de levier principal. On a vu de plus en plus, on a vu de plus en plus d'entreprises aval qui passaient des contrats avec des fournisseurs directs et indirects sur leur approvisionnement et qui conditionnaient le prix des composants ou des matières premières qui venaient de leurs fournisseurs indirects à des performances ESG. Typiquement Tesla, à un moment donné, ils payaient des premiums sur leur nickel parce que c'était un nickel bas carbone. Et ils étaient prêts à payer des premiums sur le nickel bas carbone parce que comme ça, ils gagnaient en quota carbone et ils pouvaient revendre ces quotas carbone à leurs concurrents. Et du coup, ça faisait un double effet qui se coule. Et ils arrivaient à faire payer leurs concurrents sur une performance ESG meilleure de leur part, enfin, dans leur supply chain. Ça, c'est un exemple où le mineur s'y retrouve parce que, justement, je reprends ce que disait Vincent, alors c'est une considération un tout petit peu technique, mais pour faire du nickel qualité batterie, il faut faire du sulfate de nickel. Et pour faire du sulfate de nickel, il faut du nickel de classe 1. Il y a deux classes de nickel, classe 1, classe 2. Et pour faire du sulfate de nickel, il faut du nickel de classe 1 qui ne vient que des gisements sulfurés aujourd'hui. Et le ferronickel dont parlait Vincent et qui vient aujourd'hui d'Indonésie, c'est du ferronickel qui vient de gisements latéritiques, qui est de mauvaise qualité et qui coûte plus cher et qui émet plus de CO2 parce qu'il consomme plus d'énergie pour être transformé en nickel de classe 1. Et du coup, en fait, quand on est un constructeur automobile, il faut absolument, gros guillemets, mais il faut absolument mettre du nickel de classe 1 qui provient de gisements sulfurés aujourd'hui si vous voulez avoir une bonne performance ESG. Et c'est quelque chose, et là je vais me contredire, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout reflété dans le prix du nickel aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous n'avez qu'un seul prix du nickel. Pour le classe 1, classe 2, c'est le même prix. Et donc, pour être compétitif quand on fait du classe 1, c'est très compliqué parce que le classe 2 tire le prix vers le bas et c'est du fait qu'il y a du classe 2 qui va dans des applications de classe... Non, du classe 1 qui va dans des applications de classe 2, bref. Mais du coup, de temps en temps, et sur des exemples ponctuels, ça marche.
De manière générale, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire porter à l'aval de la chaîne de valeur des efforts financiers, puisqu'en fait, personne ne veut rogner sur ses marges. Le deuxième levier dont tu parles, qui sont les exigences réglementaires et les standards sur les performances ESG, alors là, pour le coup, c'est un énorme levier, mais qui touche pas tout le monde. En Europe, par exemple, on a la Battery Regulation. La Battery Regulation, elle impose que tous les acteurs qui font des batteries de plus de 2 kWh, donc 2 kWh, c'est un peu plus gros qu'une batterie de vélo électrique, donc, c'est des batteries de voitures hybrides comme des Toyota, enfin les hybrides non rechargeables, hein. Grosso modo, c'est des batteries moyennes, quoi, petites moyennes. Si vous faites des batteries plus grandes que ça, vous êtes obligé d'avoir un passeport batterie associé à la batterie. Et un passeport batterie, c'est quoi? C'est comme quand vous achetez un frigo avec votre note A, B, C, D, E, F, là, et puis A, 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 là, comme quand vous achetez une andouillette. Et ben finalement, vous avez la même chose sur votre batterie. Vous avez une note, un score ESG qui reflète à la fois les émissions de carbone, à la fois la présence d'enfants dans les mines ou pas, dans le nickel, le cobalt, le manganèse, le lithium qui est contenu dans votre batterie. Et vous n'avez qu'une seule note pour refléter tout ça. Donc évidemment, il y a des limitations à ça. Mais n'empêche que le fait de devoir associer un passeport batterie à une batterie vendue, donc par exemple pour un Renault ou un Stellantis, vendre une voiture, ça impose d'avoir une passeport batterie sur la batterie de la voiture électrique qui est vendue, bah, ça leur impose aussi derrière de mettre en place des chaînes d'approvisionnement responsables. Voilà. Donc les exigences ESG, elles sont quand même relativement fortes et elles sont d'autant plus fortes dans les applications de transition énergétique par rapport à d'autres applications. Je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais Il me semble. Philippe, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci Olivier. Oui, excuse-moi, j'ai une machine qui Ah, tourne à d'accord. côté. C'est pour ça que je me suis mis en chat parce que il y a une machine à laver qui tourne à côté et j'ai pas pu l'arrêter. Alors, pardon, j'ai mélangé deux Philippe, excusez-moi. Voilà, c'est ce que disait Autant pour moi. Théophile disait que c'était l'autre Philippe K. Kalousga qui Philippe avait K, levé la effectivement, main, ça mais traite à... merci pour la réponse en tout cas. D'accord. J'avais Merci à une vous. question qui était assez proche de l'autre Philippe PHK. Olivier, on se connaît, et on connaît aussi la société Tilcal qui fait de la traçabilité par blockchain de justement ces chaînes logistiques. Est-ce que ces solutions commencent à avoir un impact sur la traçabilité? Parce que merci au fait pour l'exposé. Moi, j'ai beau être mineur, comme beaucoup d'entre nous, j'ai jamais mis les pieds dans une mine ou alors à titre de touriste, mais pas à titre professionnel comme toi. Et donc, ces choses-là, j'en suis largement ignorant. Et donc, j'ai compris que de toute façon, le prix était drivé par des marchés et que personne ne veut rogner sur ses marges. Donc, personne est prêt à payer un peu plus cher, à part quelques acteurs, pour sourcer plus responsable. Donc, est-ce que les solutions de type Tilcal ou autres ont un impact sur les acheteurs ou est-ce que c'est tout à fait marginal? alors, ça a un impact sur les acheteurs et sur les vendeurs. Donc, la solution dont fait part Philippe, c'est finalement, quand vous êtes un acteur du bout de la chaîne, un Renault, un Stellantis, pour reprendre les mêmes exemples, pour identifier vos chaînes d'approvisionnement, vous mettez en place ce qu'on appelle des outils de traçabilité. Les outils de traçabilité sont des outils informatiques qui permettent de remonter aux fournisseurs de rang 1, puis de rang 2, de rang 3, de rang 4, de rang 5, etc., et jusqu'à la mine. Évidemment, ça prend du temps, mais il y a des outils informatiques qui permettent de le faire. Et il y en a certains, comme celui qui a été mentionné par Philippe, développé par la société Tilcal en France, qui sont basés sur de la blockchain pour pouvoir en fait rendre auditable la donnée qui est déclarée par les différents fournisseurs au fur et à mesure que vous remontez dans la chaîne d'approvisionnement. La mise en place de ces solutions de traçabilité, enfin, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux acheteurs d'être plus efficaces dans l'identification de leur chaîne d'approvisionnement et d'avoir une meilleure idée finalement des analyses de cycle de vie, parce qu'en fait, vous ne faites pas que de la traçabilité, vous associez aussi des données sur les émissions de carbone, des données sur le travail des enfants, des données, un peu ce que je viens de dire aussi sur le passeport batterie. Vous associez plein de données, donc vous finissez par savoir que le nickel qui est contenu dans votre batterie, il a émis tant de CO2, il a fait travailler tant d'enfants ou pas, il a déforesté autant, et il a atteint la biodiversité de telle manière et telle manière. Et donc, pour les acheteurs, l'intérêt, il est évident.
Pour les vendeurs, et Tilcal a des clients qui sont des entreprises minières, pour les vendeurs, ça devient un élément de différenciation. De dire, aujourd'hui, pour un vendeur de nickel, vendre du classe 1 qui provient de gisements sulfurés, hein, je reprends le même exemple, c'est un élément de différenciation par rapport à un acteur du ferro-nickel indonésien qui a émis énormément de carbone pour faire le même sulfate de nickel qui va finir dans la batterie. Moi, en tant qu'industrie minière, j'ai émis moins de nickel, de carbone pour produire le nickel et j'arrive à te le prouver parce que j'intègre une solution de traçabilité sur mes opérations et j'arrive à le prouver à mes clients. Et donc, évidemment, ça devient un élément de différenciation et ça permet soit de faire payer des premiums ou en tout cas de conserver des clients qui auraient peur des impacts de l'industrie minière. Donc, ça marche dans les deux sens. Merci beaucoup, Olivier. Et il reste encore des questions sans réponse, mais Théophile a partagé ton adresse email à ceux et celles qui éventuellement auraient encore des questions. Donc, l'adresse email d'Olivier est dans le chat. Merci à tous les participants et surtout merci à toi, Olivier, pour ce partage très riche de connaissances et de solutions surtout. Euh, on va en profiter pour clôturer la séance. Déjà, voilà, le programme, la bonne résolution pour MPA cette année, c'est de faire environ donc une rencontre par mois et vous pouvez voir l'agenda s'afficher. Euh, Après Olivier, le 5 février, on va parler de financer le ferroviaire de manière durable. Les problématiques vont s'enchaîner en mars, avril, mai sur des questions plus sociétales avec le mieux vieillir, l'expertise scientifique et la crise démocratique, et aussi le développement durable du secteur spatial. Donc après le 15 mai, nous n'avons pas de rencontre encore prévue, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à vous manifester auprès de Théophile ou de moi-même. Je vais mettre mon adresse mail dans le chat. L'objectif, c'est de faire, encore une fois, participer les anciens des mines sur des thématiques très spécifiques liées à leur métier et qui pourraient intéresser donc l'ensemble du réseau MPA. Et j'en profite aussi pour dire que MPA vit en partie grâce à votre générosité. Donc, si vous souhaitez adhérer et faire un don à l'association, eh bien, ça ne sera que mieux pour poursuivre les nombreux projets de l'association. Donc, merci à tous et à toutes. Et encore une fois, bonne année, puisque en fait, je ne l'ai pas dit en démarrage, mais évidemment, on souhaite que 2025 commence sur les chapeaux de roue pour tout le monde. À très bientôt. Au revoir.